Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Al-Magharibi a aujourd'hui le plaisir de vous présenter une nouvelle émission hebdomadaire que vous pourrez donc suivre chaque samedi à 18h30 heure algérienne. Une émission thématique qui traitera des sujets qui interpellent et qui mériteraient d'être éclairés, discutés, voire débattus par nos invités. Aujourd'hui, pour cette première mouture, j'ai voulu inviter l'habituel trio du lundi que vous avez été très nombreux à réclamer, avec d'autres de nos invités bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet brûlant, j'allais dire, et qui est au cœur de la problématique politique algérienne, l'état de droit. Et pour en parler, j'ai donc le plaisir d'avoir ici avec moi Brahim Younsi. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci Jamal, merci. Bonne route pour cette reprise et pour cette émission, nouvelle émission. Et je salue mes amis que tout le monde a certainement vus, Idir Onouren et Karim Naïtou Slimane. Brahim Younsi qui bien nous... entendu les téléspectateurs. Bien sûr. Brahim Younsi qui nous demande de toujours le présenter comme ancien cadre du MDA de 82 et de 88 et qui est un analyste politique chevronné. C'est gentil. Voilà, c'est gentil. Merci. Je le dis, cadre du MDA de 82 à 88, c'est mon identité. Voilà, nous l'avons tous constaté. Idir Onouren, analyste politique, merci d'être avec nous, Idir. Je vous remercie pour cette invitation. Heureux de retrouver le plateau avec mes camarades et mes amis. Je souhaite bon vent à votre émission. Merci. Et Brahim, je me permets de le dire, sa militance au sein du MDA n'est pas sa seule identité. Vous auriez encore à l'avenir de découvrir ce personnage charmant. J'en sais quelque chose. Merci beaucoup. Merci, tu es trop aimable à mon égard. Et Karim Naïtou Slimane, le Benjamin du trio, écrivain, analyste politique, enseignant universitaire. Merci d'être avec nous, Karim Naïtou Slimane. Merci Jamaldine, bonsoir. Brillant. Merci, c'est très gentil. Bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr. Je suis très très heureux de retrouver notre équipe. Donc je parle bien de notre équipe parce qu'on s'identifie maintenant comme ça. J'ai beaucoup appris avec vous tous. Donc d'Idir et d'Abrahim aussi, et bien sûr Jamaldine. Je vous souhaite aussi vraiment bon vent pour cette émission qui a vraiment sa place. Et je pense que dans le paysage audiovisuel algérien, on a vraiment besoin de ce genre d'émission. Merci beaucoup. Alors, un premier tour de micro. Je suis tenté de vous poser une question toute simple pour commencer. C'est quoi un état de droit? Et j'aimerais commencer par Karim. C'est quoi un état de droit pour vous? D'abord, avant d'en arriver à la question, y a-t-il un état de droit en Algérie? La réponse est claire. En Algérie, on n'a pas un état de droit en Algérie. Et d'ailleurs, l'état de droit, pour nous, c'est l'un des objectifs du Hirak et de tous les militants politiques algériens, c'est justement d'installer, d'asseoir les bases d'un état de droit. Si vous voulez, l'état de droit, on peut partir d'une définition très simple. C'est-à-dire, c'est un état dans lequel il y a des principes. Il y a des principes de citoyenneté garantis par le droit. C'est un état dans lequel, par exemple, évidemment, c'est quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit, dans lequel, par exemple, les citoyens sont tous égaux devant la loi. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a, par exemple, l'administration. L'administration aussi, dans un état de droit, est elle aussi soumise à la loi. Et donc, l'état de droit aussi Quand vous dites l'administration, vous voulez dire l'État, en fait. Oui, l'État et les représentants de l'État. Parce que, vous savez, dans l'État, il y a toujours deux branches, si vous voulez, dans un État. Et d'ailleurs, en Algérie, beaucoup de personnes confondent ces deux branches. Il y a la structure de l'État, c'est-à-dire la structure
administrative qui est censée être immuable, en tout cas qui bouge d'une manière particulière. D'accord ? J'expliquerai après, si vous voulez, les mécanismes. D'accord ? Ça passe par des réformes généralement. Et vous avez l'autre branche, si vous voulez, qui est la branche politique, la structure politique de l'État. Et politiquement, justement, c'est la partie qui devrait être instable dans un État. Elle est soumise à ce qu'on appelle le principe d'alternance au pouvoir. Hein ? C'est pour ça, on peut partir déjà de ça. C'est un principe très important à comprendre. Dans un État de droit, vous avez une administration stable, hein, et vous avez le personnel politique qui, lui, change, hein, est soumis au changement en fonction, justement, des exigences de la société et en fonction de la volonté populaire, oui, puisque c'est elle qui désigne. Bien sûr. Il y a parfois la volonté populaire. Qui fait partir. Oui, il y a l'agenda, parfois aussi, tout simplement. Ça arrive à terme, ça arrive mandat. À terme. Donc là, on va de nouveau consulter le détenteur de la légitimité, celui qui donne la légitimité, qui est le peuple, par sa volonté souveraine. Et donc il faut comprendre ça. C'est-à-dire, par exemple, dans le Hirak, les gens ont pensé que les militants, les opposants algériens s'opposent à l'État algérien. Hein? Alors, c'est pas vrai. Il n'y a aucun militant qui s'oppose à l'État algérien. On s'oppose à un régime qui tient le pouvoir, qui refuse l'alternance au pouvoir, un des principes fondamentaux de l'État de droit, qui le refuse depuis 1962. Donc il y a ce principe-là. Il y a aussi le principe de la séparation aussi des pouvoirs. La séparation. Oui. Nous allons d'abord faire un truc. Et d'abord, j'aimerais profiter de l'occasion pour présenter votre dernier livre, Le voleur de feu, d'Ib, Rencontre Deleuze, qui a été publié aux éditions Fables Fertiles. Je vous laisse nous en parler un petit peu. Oui, je vais en dire deux mots très rapidement. Donc c'est mon dernier livre, effectivement. Il sera dans les librairies en Europe et au Canada, un peu partout, à partir du 7 octobre prochain. Mais il est d'ores et déjà disponible sur les plateformes numériques. Donc c'est un livre dans lequel je parle un peu des thématiques liées justement à la construction du pouvoir en Algérie, sa construction historique, et surtout le rôle de l'intellectuel dans cette construction, c'est-à-dire comment le régime algérien a mis les moyens pour écarter l'intellectuel algérien de la construction de l'État algérien. Mais j'espère qu'on aura d'autres occasions pour en parler un peu plus. Idil Noren, c'est quoi un État de droit ? Je crois que Karim a résumé en partie ce que c'était un État de droit. C'est comme pour la Constitution. Une bonne Constitution, on en avait discuté avec Brahim et même Tahar Khalfoun. Une bonne Constitution, c'est celle qui limite en fait les pouvoirs du président de la République tout en lui laissant la latitude de présider. La Constitution elle a été théorisée par Kelsen en parlant de hiérarchie de normes, etc. Mais l'état de droit, Karim a abordé l'état de droit non seulement dans sa fonction, on va dire académique, mais dans la pratique quotidienne. Il a parlé de l'égalité des citoyens devant la loi, parlé aussi de la légalité des lois, donc il faut du contrôle derrière, si vous voulez, c'est un contrôle de constitutionnalité. Tout ça ne fonctionne pas. Un autre exemple qui est frappant pour nous, puisqu'on va rentrer dans l'actualité, comment se fait-il que chez nous, la Cour des comptes n'ait pas audité les principales signatures publiques algériennes, Sonatrach, Sonelgaz, les banques? Et vous savez tous que les cours des comptes ont des ramifications régionales. Non plus. Il faut affirmer. Et puis je dirais autre chose aussi, c'est que quand on parle d'état de droit, à mon sens, à moi, c'est que c'est consubstantiel à la démocratie, au respect des libertés. Karim a évoqué tout à l'heure les droits de l'homme, bien évidemment aussi des droits de l'homme. C'est consubstantiel. Si nous posons la question, nous quatre qui sommes ici, est-ce que dans des pays démocratiques qui respectent les droits de l'homme, qui vivent en parfaite démocratie, il y a des atteintes à l'état de droit? J'aimerais bien qu'on me les signale.
Il peut y avoir dans la société des formes de racisme, des formes de xénophobie, mais ça, c'est des phénomènes sociétaux. Moi, je vais vous en signaler une de transgression subliminale qui ne se dit pas. Oui. En Occident, l'état de droit, généralement, on parle de séparation des pouvoirs. Oui. Et on parle de séparation des 3 pouvoirs. Oui, législatif, exécutif, judiciaire. Mais personne ne parle du principal pouvoir qui a la même mise sur ces 3 pouvoirs et qui est le pouvoir de l'argent. Le pouvoir financier qui fait voter dans un sens ou dans un autre. On reste dans le domaine du droit. Dans le pouvoir financier, bien évidemment, ça rentre dans le cadre du lobbying. Et je vous signalerai, M. Benchelouf, que le lobbying est carrément admis dans les sociétés démocratiques. Dans toutes les assemblées, que ce soit l'Assemblée européenne, l'Assemblée nationale française ou aux États-Unis, il y a des comités de lobbying. À la seule condition, c'est qu'il déclare qui il voit et quel a été le contenu de ce qu'il voit pour l'établissement éventuellement. Mais il n'est pas déclaré en tant que pouvoir, à part entière. Oui, je voulais juste terminer, Karim. Par rapport à ça, l'état de droit, quelle que soit la qualité de la théorisation de l'état de droit, en ce qui nous concerne, nous, c'est une révolution qu'il faut faire, carrément, c'est une révolution. Il faut que le citoyen comprenne qu'il a impérativement besoin d'un état de droit pour d'abord prospérer, pour évoluer et pour tirer, même économiquement, socialement, sa famille, les siens, son village, sa ville, sa région. C'est toutes ces questions. Et affirmer le primat du droit et des droits est pour moi d'une impérieuse nécessité. Pourquoi ? Parce que nous allons aller, nous, en Algérie, parce ce qui m'intéresse, c'est dans notre pays, le nouveau contrat politique qu'on va faire, il doit reposer sur... Mais nous allons y arriver. Nous allons arriver à l'état de on droit reparlera en Algérie. tout à l'heure. Brahim Younsi, alors qu'est-ce qu'un état de droit? Alors, je vais vous dire ce que je pense de l'état de droit, ou ce que pense la constitution algérienne, puisque c'est de cela dont nous parlons, de l'état de droit. Parce qu'en Algérie, aussi bien d'ailleurs le pouvoir en place que l'opposition, ils ont ou elles ont des positions théoriques souvent très justes, mais des positions politiques contradictoires. Et c'est le cas en Algérie. Si je vous lis l'article 16 de la Constitution algérienne, actuellement en vigueur, vous avez la définition de l'état de droit. Et je vais vous la lire. Oui. L'État est fondé sur les principes de la représentation démocratique. Ça participe de l'état de droit, et vous l'avez dit. D'accord. De la séparation des pouvoirs, et vous l'avez dit tous. Ça a été évoqué. Oui. De la garantie des droits et libertés, vous l'avez dit. Oui. Et de la justice sociale. Oui. L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics. L'état de droit il est très bien défini. Oui. Mais simplement, il ne suffit pas de définir l'état de droit. Il faut appliquer le droit et appliquer la loi. Or, la loi n'est pas appliquée. Le droit n'est pas appliqué. Et tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Justement. Et la source de la loi n'est pas le peuple. Absolument. Ni les représentants du peuple. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des contradictions entre les positions théoriques et les positions politiques. Et c'est souvent cela qui se fait en Algérie. Nous sommes en contradiction. Il y a les théories, quand vous lisez la Constitution algérienne, ou les constitutions algériennes depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Elles sont correctes. Elles sont correctes, globalement correctes. Mais simplement, elles ne sont pas appliquées. Est-ce qu'elles ne sont pas ces lois qui sont pondues par des institutions et d'autres, notamment donc l'Assemblée nationale et le Conseil de la Nation, autrement dit le Sénat. Est-ce que ces lois ne sont pas à l'image de ces institutions qui les font? Ça veut dire aussi fausses, aussi on trompe l'œil. Ce n'est jamais les... qu'elles ne sont pas l'émanation de la volonté populaire. Ouais, à de rares exceptions, d'ailleurs y compris en France, ce sont des spécialistes qui écrivent, qui élaborent les constitutions. Et les assemblées, ou l'assemblée, quand on est dans un système, à une assemblée unique, pas un système bicaméral, c'est l'assemblée qui vote. Ou qui les rejette. Ou qui les rejette. Qui vote pour ou contre. Ou qui rédige les change, etc.
Voilà. Mais nous sommes dans un système où, finalement, le dernier mot revient toujours à la volonté populaire ou à ceux, comme on le dit chez nous, à ceux qui sont élus par la volonté populaire. Et vous voulez Qui ont la prendre, légitimité nécessaire. Absolument. Je veux juste, pour abonder toujours dans le même sens, mais encore accentuer un peu la question, il y a je pense qu'il faut, pour comprendre cette contradiction très très importante, c'est une aporie, c'est une contradiction fondamentale dans le régime algérien, dans l'État algérien. Il faut faire le distinguo entre deux notions fondamentales. C'est la notion de la légalité et la notion de la légitimité. C'est-à-dire que, si vous voulez, sur le plan des textes, en Algérie, nous sommes dans la légalité. Nous sommes conformes à la loi. Nous sommes conformes. Mais le problème se pose à un niveau beaucoup plus profond, qui relève plus de la question politique elle-même, mais même de la culture politique, de la culture de l'état de droit, la question de la légitimité. C'est-à-dire toutes les institutions, par exemple, qui sont citées, par exemple, dans la Constitution, on prend par exemple le Parlement, le problème c'est que il n'est pas représentatif du peuple. Et donc il n'est pas légitime. Pourquoi il n'est pas représentatif du peuple? Il n'est pas. Il a été élu. Justement, c'est là où comment on dit, où le bas blesse. C'est que dans le processus, ces élections, par lequel normalement le peuple souverain transfère sa souveraineté vers ses représentants, ce qu'on appelle la représentativité légitime, dans ce process-là, en Algérie, intervient la main magique, vous voyez la main magique, la main invisible de la police politique. Qui remplit les urnes et qu'on appelle la fraude électorale. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, on voit des élections, mais ce qui ressort par la suite, les représentants, dont la majorité, alors parfois, historiquement, parfois il y a une, deux personnes qui glissent comme ça, qui ont une légitimité, mais la majorité n'est pas légitime, elle n'est pas elle n'est pas expression, elle n'exprime pas la volonté du peuple. Vous voulez dire quelque chose, Brahim, avant de donner la parole à Aidir? Carl Schmitt a écrit un livre qui s'appelle L'égalité et légitimité, et il explique très bien cela. Et il a aussi, Carl Schmitt, raison, parce que chez nous, c'est l'exception qui est devenue la règle. Nous sommes dans une situation d'exception depuis fort longtemps. Où le véritable élu voilà. est une partie infime dans le lot. Quoi. Oui, si vous lisez la Constitution algérienne, allez voir les situations exceptionnelles. Et nous sommes, dans le cadre de la Constitution algérienne, nous sommes dans les situations exceptionnelles. C'est l'exception qui fait la règle. Oui. Pour juste abonder dans le sens, Brahim a parlé tout à l'heure de l'égalité. Et Karim, de l'égalité, je rajouterai la légalité, de l'égalité aussi des citoyens, on l'a évoqué. Brahim a dit que sur certaines constitutions, des constitutions correctes, mais dans le cadre de son application, nous avions un gros souci. Le souci provient aussi, Karim a évoqué cette histoire de main invisible de police politique, pour une seule et bonne raison, c'est que le citoyen ne vit pas l'état de droit dans sa vie de tous les jours. Il ne vit pas l'état de droit. Par manque de connaissances, par manque d'intérêt pour l'état de droit. Vous savez tous la débrouille, la combinaison à l'algérienne, etc., etc. Ça, c'est un phénomène social. Donc, il faudra une rééducation à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une conscience politique au niveau de la société algérienne, sans démagogie, sans populisme? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la société algérienne est d'une haute conscience politique? Je ne dirais pas qu'elle est d'une haute conscience politique. Moi, je dis que le phénomène, depuis le 22 février 2019, a instillé une dynamique au sein de la société, et la société, par beaucoup d'intervenants, beaucoup d'intellectuels, de politiques, ont participé à l'éveil, je dirais, de la conscience de l'intérêt général, de la conscience politique, de la conscience de l'engagement, mais on n'a pas encore abordé la conscience, ou pas la conscience, mais quelque chose qui nous manque encore, et ça a été peut-être une faiblesse dans le Hirak, c'est le sens du sacrifice. Sans faire de parallèle avec la révolution de 54. Les gens savaient qu'ils allaient au charbon et qu'ils allaient mourir. On n'a pas le sens du sacrifice. Moi, je pense que cette conscience politique, elle ne peut aller qu'en s'améliorant, mais faudrait-il encore que cessent les bavardages précieux
et que certes la démagogie et toutes les démagogies qu'on place, qu'on reparamètre ce qui se passe dans notre société, d'expliquer ce que c'est un état de droit, d'expliquer aussi les devoirs qu'a le citoyen par rapport à la collectivité et à l'intérêt général. C'est toutes ces questions. Moi, je pense que ça relève à la fois d'un acte pédagogique, chacun en ce qui le concerne, là où il se trouve, à la place où il est, d'essayer de faire comprendre aux gens. Et cette prise de conscience, moi, je suis intimement convaincu. Juste parce que vous abordez la question du Hirak, la conscience politique, je pense qu'elle y est. L'engagement y est. La détermination y est. Manque simplement la notion de sacrifice. Et mais je voudrais Idir, juste... Oui, pardon. Idir, pardon de vous interrompre. Idir, s'il y avait ce que vous êtes en train de nous dire, l'éveil d'une conscience politique exprimée pendant le Hirak, pourquoi alors le Hirak est-il en reflux? Pourquoi est-il en arrêt? Pourquoi est-il, j'allais dire, en veilleuse en ce moment? Le Covid n'explique pas tout. Pourquoi le Hirak a-t-il reflué, si tant est qu'il y a une conscience politique très vive, très vivace, très présente dans la société algérienne? Elle est présente, elle est vivace, c'est que à un moment donné, là où on était arrivé à la masse critique des sorties à millions, il y a aussi, il faut le dire, et j'ai beaucoup de respect pour nos amis qui sont dans l'opposition en Algérie, il y a une faiblesse criarde de l'opposition, parce qu'il faut se le dire aussi. L'opposition avait une occasion rêvée qui était servie sur un plateau d'argent, mais elle était tétanisée par l'approche du Hirak. Rappelez-vous simplement l'instrumentalisation qui a été faite de certains petits groupes ou groupuscules au sein du Hirak. À chaque fois que quelqu'un sortait, dégage, dégage, ils étaient tétanisés par rapport à ça. Les représentants de cette opposition qui étaient dégagés par le Hirak. Oui. On leur demandait de s'en aller. Peut-être parce que ce n'est pas une opposition, tout simplement. Non, c'est peut-être la vie. C'est une opposition. Non, parce que c'est une opposition aussi formelle que les institutions. Non, ce que je veux dire, non, parce que là, c'était pas une opposition qui représentait un courant de pensée, c'était des individus. Il faut faire le distinguo. Je ne parle pas des individus. Ah ben, mais non, ils ont été, si vous voulez, mis de côté et un peu invectivés par les citoyens du Hirak à titre individuel. Et puis justement, peut-être parce que c'est pour leur personne individuelle, justement. Mais c'est ça que je dis. Oui, c'est pas pour leur fondamentaux. À l'idéal que le peuple a de son Hirak, de l'état de droit qui... Et ce ne sont pas tous les individus qui ont été conspués. Voilà, pas tous. Moi, ce que je voulais juste pour terminer par rapport à ces questions-là, c'est que, je l'avais évoqué un peu avec Brahim il y a quelques jours, c'est que pour moi, le Hirak, au-delà de l'idée, au-delà de la révolution, au-delà de ces mots qui sont un peu, qui nous donnent un peu d'autosatisfaction, qui rentrent dans le cadre d'une espèce de catharsis collective, où il y a des gens, heureusement, comme Karim et beaucoup d'autres, qui essayent de faire bouger les choses. Moi, j'ai comme l'impression, et c'est pas une conviction, c'est une impression, le Hirak ne reviendra jamais dans ses formes anciennes. C'est une autre forme de lutte qui va arriver. Il faut laisser le temps au temps, comment bâtir justement les convergences entre les différents groupes, les différentes personnalités, les différentes familles politiques. Et moi, je reste intimement convaincu, et j'espère que l'avenir me donnera raison, non pas pour la gloriole personnelle, mais pour vous dire que le Hirak va devenir une conscience. C'est que même si tu auras la chance de rentrer en démocratie et que tu auras l'immense chance de participer à la construction du pays, eh ben, le Hirak, ce sera une conscience. Et ça va vous mettre un frein et ça va vous obliger et vous engager à rester dans le cadre de la conscience du Hirak. Absolument. Brahim, si vous voulez interrompre... C'est juste sur la conscience politique du peuple. Le peuple algérien, depuis fort longtemps, et il continue de l'être, est certainement un des peuples les plus politisés. Tous ceux que je connais, des hommes politiques étrangers qui vont encore en Algérie, me le disent, que le peuple algérien est un peuple très politisé. Et est un peuple qui s'intéresse plus que d'autres à la politique. Il a conscience des enjeux politiques. Il a une forte conscience des enjeux politiques. Simplement, le problème... Son implication, d'une part, c'est l'action. Parce qu'il n'y a pas de moteur. Et le moteur, ça devrait être les partis politiques. Et les partis politiques ont été jusqu'à maintenant, à l'exception d'une courte période, très absents, aux abonnés absents. Et puis, bon, ils n'ont peut-être pas été dans le même sens que le peuple. Comment dire, Brahim Younsi, d'une population, d'un peuple, d'une société qu'elle est très politisée, et vous
vous l'affirmez avec beaucoup de conviction, quand on sait que depuis 1962, ce peuple a été littéralement capturé, sa conscience enfermée, incarcéré. Je sais, vous êtes du MDA, de Bembella, donc peut-être. Mais on interdit aux gens l'expression, les gens sont mis en prison, sont torturés, sont mis en prison. La presse a toujours été d'une langue de bois absolument incroyable. Même la presse dite indépendante d'après 88, c'est une presse aux ordres qui fonctionne à la publicité. Il n'y a pas d'expression politique dans le Sénat, dans le Parlement, dans l'Assemblée. Il n'y a pas de cénacle libre. Et vous me dites, Karim, brièvement, parce que j'ai envie de poser une question qui peut prendre beaucoup de temps. Allez-y, Karim. Non, pour essayer d'apporter une petite nuance dans cette question sur, oui, bien sûr, le niveau de conscience du peuple et le recul, on va dire, ou la situation de reflux du Hirak. Moi, je suis d'accord lorsque Deidir dit que le peuple est en train, à partir du 22 février 2019, est sur la voie d'une conscientisation politique. Il y a un mouvement Il est sur la voie. Il est sur la voie seulement. Il n'a pas encore atteint un certain. Il y a un mouvement, il y a une volonté, si vous voulez, un mouvement d'acculturation politique, mais ça n'a pas encore atteint le niveau critique, si vous voulez. Parce que le peuple algérien est victime d'une volonté du pouvoir, depuis 1962, d'écarter le peuple de la vraie politique. Le pouvoir a projeté une image de la politique qui est fausse, en fait. C'est la politique, au début c'était le parti unique, sur le roman national, FLN héritier de l'ALN et tout ça et tout ça. Et après on a, fin des années 80, début 90, il va encore dans un autre mouvement de tromperie, c'est-à-dire une ouverture suivie d'une fermeture en fait. Et là on a le multipartisme de façade. Ce qui a fait que le peuple algérien, d'abord il a été maintenu à l'écart de la politique, et puis par la suite, avec le multipartisme de façade, le peuple algérien a construit, si vous voulez, une vision sceptique de la politique. Et d'ailleurs, il y a une expression très sage qui relève de la sagesse, très pertinente qui relève de la sagesse populaire. Lorsque les Algériens parlent de politique, concernant les partis, ils parlent de politique. Oui. Et ils disent Rahidir politique. Oui, les politiciens. Voilà, les politiciens, c'est dans le sens péjoratif de faire de la politique. Et c'est pour ça que je dis, pour revenir à la question, le peuple maintenant est en train d'acquérir une conscience. Et c'est ce qui l'a poussé à reculer sur le Hirak, parce qu'à un certain moment, je vous le dis, à un certain moment, la rue algérienne a compris que le régime était prêt à engager l'État pour sauver son pouvoir. Et les Algériens ont préféré ne pas aller en confrontation directe. Ils ont préféré se retirer de la rue plutôt que d'arriver au clash. Le temps aussi de faire encore plus de culture politique et revenir après. Parce que moi, je pense, juste un dernier point, moi je pense que le changement se fera dans les meilleurs des cas sans les partis et dans le pire des cas contre même ces partis. Vous vouliez dire quelque chose, Bonamici? Oui, juste... Acculturation politique et conscience politique, c'est deux choses totalement différentes. On peut ne pas avoir une culture politique et avoir une conscience politique. Et le peuple algérien, depuis fort longtemps, depuis des décennies, bien avant l'indépendance, n'avait pas véritablement une culture politique. Mais c'est sur la culture politique qu'on construit l'État, ça c'est pas sur la conscience. Ça c'est autre chose, oui, c'est autre chose. Mais la conscience politique, quelquefois, elle ne s'invente pas, elle ne s'acquiert pas comme cela, parce qu'il y a une situation politique qui fait que elle vous laisse vous engager, choisir l'engagement. Conscient de ses droits, conscient de la force de la loi. Quand il dit conscience de ses droits, voilà. Parce que c'est la clé de voûte. La culture relève de la pratique. La conscience de ses droits, de ses libertés, etc. Et plus que ça encore, la conscience aussi, c'est d'abord une conscience sociale. Et quand vous êtes considéré comme la lie de la société, vous ne vous marginalisez pas, contrairement à ce que pensent beaucoup. On se marginalise pas. On essaye d'agir et de réagir
réagir. Et cela, le peuple algérien n'a pas arrêté de le faire. Mais d'abord, c'est Boubouli depuis 1962. Il n'a pas arrêté de reprendre des espaces. Et aujourd'hui, nous sommes à reconquérir les espaces perdus. Et la question du Hirak, si vous permettez, je crois que ce n'est pas marginal, mais ce n'est pas véritablement le sujet. C'est à ceux qui ont appelé, parce qu'il y a des gens qui ont appelé à l'arrêt des marches à cause du Covid. C'est à ceux-là de nous dire, est-ce qu'ils avaient prévu une reprise et comment reprendre le Hirak, qui n'ont pas pensé, et nous en avions parlé, qu'il y avait une discontinuité du Hirak et qu'il fallait penser a priori cet espace discontinu. Cet espace discontinu, pour reprendre l'expression de dire, tout cela n'a pas été pensé. Je termine. Je me demande, je m'excuse auprès de certains que j'apprécie, mais je me demande s'il n'y avait pas eu une manipulation sur cette question de l'arrêt du Hirak. Très vite, Karim. Très vite, il faut vraiment distinguer ce qui relève de la conscience politique et de la culture politique. Parce que la conscience est là, mais l'État se construit sur la culture politique qui, elle, relève de la pratique. Et je donne deux exemples très pertinents que tout le monde peut vérifier. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. En Algérie, une femme juge, magistrate. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas de conscience politique. Elle en a. Hein? Pour être juge... Pas forcément. Pas forcément. Si, quand même. Oui, mais enfin. Oui. On parle quand même de l'élite, de la crème de la société. Quand même. C'est une élite relative. C'est à l'image de la justice algérienne. Permets-moi de douter. C'est à l'image de la justice, mais enfin. Regardez cet exemple. Je vais vous donner encore un deuxième aussi qui est très pertinent. Oui. Pour parler de l'absence de culture, parce que c'est la culture politique. D'accord, mais allez à l'exemple. Oui. Donc, une femme magistrate, dans un tribunal, elle peut vous condamner à mort ou à perpétuité. Oui. Et elle peut condamner les femmes comme les hommes, le principe d'égalité. Absolument. Mais quand elle va dans une mairie, dans le mariage par exemple de son frère, elle ne peut pas témoigner toute seule. Elle ne jouit pas d'une citoyenneté complète. À part entière dans la pratique. Il faut deux femmes. Il faut la signature de deux femmes. Et c'est la loi, ça? Oui, et ça c'est comme ça. Donc, la loi, c'est la loi. La loi ne donne pas le droit à la femme d'apporter témoignage en tant que citoyenne. Oui, dans tout ce qui est contractuel. Dans tout ce qui est contractuel. Par exemple, chez le notaire. Non, il faut deux femmes. Il faut deux femmes pour un homme. Pour un homme. Comment on dit, de blanche pour une noire. Ça fait rire de le dire, mais c'est ou de noire pour une blanche. Parce qu'habituellement, il faut quatre femmes pour un homme. Très vite, parce que... Et le deuxième est beaucoup plus triste. Le deuxième, ça concerne, par exemple, la question des détenus. Regardez. La détention provisoire, dans tous les pays du monde, est une mesure d'exception. Bien sûr. En Algérie, c'est une mesure normale. Et même pour ceux qui ont des conditions de présentation. Bien sûr. Comme le journaliste qui a été incarcéré il y a quelque temps. Et donc, une mesure, et ça c'est vraiment une mesure d'exception, normalement, elle se transforme dans les tribunaux algériens, une mesure normale. C'est un châtiment. Voilà. C'est devenu la règle. Voilà, et elle devient la règle. Voilà. Je cherchais le mot, merci. Est-ce que vous savez ce qu'a dit M. Tebboune? Juste un instant, là c'est pas un problème de conscience. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a les défenseurs des libertés en Algérie qui sont conscients de cela. Mais dans la pratique, c'est la culture politique. Dans la culture, dans la pratique, elle n'existe pas. Alors, je vous rappelle que M. Tebboune a dit: dire en Algérie qu'il y a des détenus d'opinion est le plus grand mensonge du siècle. C'est Monsieur le Président de la République qui l'a dit. Alors qu'il y a au moins 300 détenus d'opinion dans les geôles algériennes. Juste pour abonder dans le sens de la règle et l'exception concernant la détention provisoire, il faut rajouter une seule chose, c'est que c'est le législateur algérien qui a validé ça. Donc c'est pas quelque chose qui est venu par comparaison ou par comparatif dans un autre pays. Le législateur algérien a dit que le recours à la détention provisoire doit être une exception. Et chez nous, ça devient la règle. Et beaucoup de détenus sont dans ce cas de figure, surtout depuis qu'on a classé les... viole-t-il lui-même les lois qu'il fait lui-même? Parce qu'il n'a pas de culture de l'État, il y a l'absence de la culture de l'État, Jamel. Mais nous avons tous en Algérie, je vais vous dire, il y a très peu d'hommes politiques qui avaient un projet. Il y a des hommes de projet, des hommes de pouvoir et d'ambition. Et je ne peux pas dire que M. Tebboune soit quelqu'un qui a un projet.
je ne peux pas dire que ce soit quelqu'un qui a que ce soit un homme de pouvoir ou un homme d'ambition. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un président qui est complètement esselé, c'est un président qui n'a aucun support dans la société civile, qui n'a pas de programme, qui n'a pas de vision du pays. Il n'y a qu'à le voir quand il passe avec les journalistes une fois par mois, c'est à s'arracher les cheveux, excusez-moi d'être trivial. Regardez quand il parle au secrétaire d'État Blinken, regardez quand il parle à M. Macron, mais c'est pas possible. Il a fait le salut militaire à Macron. Vous avez vu cette scène? Oui, j'ai vu cette scène. Idir, moi j'aimerais que vous me répondiez sur cette posture, j'allais dire schizophrénique, d'un État, appelons-le l'État, ne disons pas régime, d'un État qui fait des lois lui-même, par le biais d'un Parlement qui a sa solde, puisque c'est lui qui l'a choisi par le biais de la fraude électorale, qui fait donc les lois qui lui conviennent, et jamais celles qui ne lui conviennent pas, et pourtant il les viole, les transgresse systématiquement, et plus que ça. M. Tebboune vient de déclarer lors du dernier Conseil des ministres que le Parlement n'aura plus à s'immiscer dans toutes les affaires de l'armée, dans les affaires étrangères et dans les options, certaines options économiques les fonctions régaliennes du pays, alors que c'est un Parlement élu. Oui, mais tout à fait. Le souci, c'est qu'on tombe dans le cœur de cible. On va élu, entre guillemets. Oh, non, vous j'ai aurez compris. Je connais votre précision. Oui, évidemment. Et votre mécanique. N'est-ce pas, monsieur? Oui, tout à fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est le produit d'une politique, ou alors d'une politique, et puis ça renvoie au pouvoir qu'on a conféré de facto à l'armée, mais qui, à cause de l'article 30 dans son alinéa 4, rend le pouvoir militaire représentant légal du pouvoir politique. Ça, c'est un. Regardez... Tuteur du pouvoir. Oui, tout à fait. Quand vous dites il fabrique des lois, il ne les respecte même pas. Mais il n'y a qu'à regarder les dysfonctionnements qu'il y a eu au niveau de l'État algérien. Comment un président de la République qui a eu 4 300 000 voix sur un collège électoral de 24 millions à peu près, qui ne représente rien, en plus les chiffres ont été gonflés, qui s'efface devant le chef d'état-major. Qui parle de diplomatie? C'est M. Chengriha. Qui parle d'intensité au niveau des frontières et qui montre les muscles? C'est M. Chengriha. Qui reçoit l'ambassadrice des États-Unis? C'est M. Chengriha. Donc ça acte. M. Chengriha, dont il faut rappeler aux téléspectateurs qui ne connaissent pas l'Algérie que c'est le chef de l'état-major. C'est le chef de de l'armée l'état-major. algérienne. Alors, parallèlement à ça, son côté invasif dans les médias publics et dans les médias téléprivés, on sait ce qu'elles valent, il passait tous les soirs. Tebboune parlait une fois par mois. Et vous savez qu'il vient de recevoir l'ambassadrice des États-Unis. C'est ça. D'ailleurs, personne n'y a rien compris. Et il y a quelques indiscrétions c'est comme un fort de café. Qui ont été... Et il parle, le communiqué de l'état-major parle dans les motifs de la réception de l'ambassadrice US par monsieur le chef d'état-major, il parle de, comment on dit, relations bilatérales. Oui. C'est-à-dire que lui, il parle au nom du chef de l'État. Non, lui, il parle... C'est le chef de l'État. Au-delà de ça, je vais aller plus loin. Lui, c'est le chef d'état-major qui parle à la première puissance mondiale. Bilatérale. Oui, bilatérale. Dans l'ordre de relations bilatérales. C'est-à-dire, on va le dire en arabe, Houad Doula. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, juste pour terminer, parce que c'est important. Donc la parole présidentielle est complètement disqualifiée. Ça veut dire que le pouvoir n'est pas incarné. Ouais. Il n'est pas incarné et nous avons un gros problème en Algérie et puis on devrait le soulever. C'est le poids de l'administration qui a grignoté des pans entiers sur l'État. Pourquoi le président de la République, il a plusieurs fois dit « je donne des instructions mais j'ai des résistances internes ». C'est au niveau de l'administration. La police politique, c'est la police politique à l'intérieur de ces administrations. Je ne pense pas que ce soit vraiment... Si c'était la police politique, ils auraient trouvé les voies et moyens de le disqualifier déjà au moment où il était malade, où il était en convalescence. Donc là, c'est par rapport à ça, il y a des résistances internes. Pourquoi ? C'est des résistances internes qui ne sont pas maîtrisables. Elles ne sont pas dans un corpus, c'est un groupe qui te dit on va bloquer là, on va bloquer là. C'est des gens qui simplement réagissent en tant que petits boutiquiers qui veillent sur leurs intérêts personnels, tout simplement.
Et quand vous dites, monsieur Chengeliha a reçu l'ambassadrice, moi j'avais évoqué ça, je ne sais plus si c'est avec Brahim ou un autre ami, il y a une semaine. J'ai dit par rapport à la crise russo-ukrainienne, je dis il est fort probable qu'on mette peut-être la Russie sous embargo. Et j'ai dit par rapport au marché d'armes, par rapport aux pièces détachées, ça peut être. C'est qui est le premier fournisseur en Algérie. Ça pourrait être un levier pour affaiblir encore la Russie. Et est-ce que je me dis à ce moment-là que l'entrevue sollicitée, on ne sait pas qui a sollicité l'entrevue, je pense que c'est l'ambassadrice, c'est pour lui dire, mais si elle a sollicité l'entrevue... Quel est votre alignement? Oui. Si elle a sollicité l'entrevue, non pas à Tebboune, mais à Chengeliha, ça veut dire que c'est une reconnaissance de facto, c'est la junte qui tient... Et donc, vous me permettez de faire la transition. Oui. Et c'est une question que je pose d'abord à Brahim aussi, mais à vous aussi. On dit dans le langage, on commence par la fin parce que c'est le vrai, hein, c'est là où on devrait aboutir, où tous les chemins mènent à la junte, à l'AMP, à l'armée, ou plutôt aux généraux qui ont fait main basse sur cette institution, sur l'armée algérienne. J'aimerais, Brahim Youssi, avant que nous parlions du sujet en lui-même, que vous me disiez ce que vous savez sur les budgets de l'armée dans les démocraties occidentales. Est-ce que, comme chez nous, les budgets de l'armée ne sont contrôlés ni a priori, c'est-à-dire lors de la demande du budget, ni a posteriori, ça veut dire après les dépenses, après le bilan? Est-ce que c'est le cas aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne? Les budgets des armées occidentales, de façon générale, des pays démocratiques, des États démocratiques, sont à la fois votés par les assemblées élues et puis contrôlés par les assemblées élues. Souvenez-vous, en France, il y a la Cour des comptes, s'il y a par les institutions de contrôle, d'une façon générale. La dernière analyse, la Cour des comptes, bien sûr, mais d'abord le Parlement. Le Parlement n'a pas, dans les parlements démocratiques, l'Assemblée nationale, par exemple, son rôle n'est pas seulement de voter les lois, mais elle doit contrôler l'action du gouvernement, de l'exécutif. De tous les budgets, de tous les ministères. Donc elle contrôle tous les budgets, y compris celui de l'armée. Et souvenez-vous, il y a eu une crise sur les dotations budgétaires en France. Le chef d'état-major qui demandait une augmentation de budget du ministère des Armées, on lui a refusé, il a démissionné. Il est parti. Aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Le budget de l'armée est contrôlé. En Algérie, même dans la loi des finances qui est votée par le Parlement, il y a uniquement le montant global. Ça veut dire quasiment le tiers, je crois, le tiers du budget total de la nation. Entre 11 et 12 milliards de dollars, voilà. C'est important. Qui n'est donc personne ne connaît le détail, ni comment c'est dépensé, pourquoi c'est dépensé, comment c'est contrôlé, qu'est-ce qui va au budget de fonctionnement, qu'est-ce qui va au budget d'équipement. C'est toutes ces questions qui intéressent l'ensemble des citoyens. Mais non pas dans le cadre simplement, excuse-moi Brahim, même pas dans le cadre simplement de contrôle, mais c'est un exercice démocratique. S'il y a ce type de transparence, ça veut dire que le citoyen, j'allais dire, colle à l'État et on commence à entrer dans un État de droit, ce qui n'est pas le cas. Et peut-être dire que c'est parce que cet argent sert à ces généraux pour garder le pouvoir. Ça veut dire d'abord pour acquérir de l'armement, donc des commissions, une cagnotte qu'ils se partagent et qu'ils partagent avec leurs soutiens respectifs, les cercles concentriques qui sont autour. Ça permet aussi d'arroser tous les officiers, de façon directe, indirecte, des privilèges, des colonies de vacances, des villas, une sécurité sociale à part et tous les trucs. Et aussi, peut-être, d'arroser la société des relais sociaux. Personne n'en sait rien, puisque personne ne sait comment est dépensé
cet argent? Tout à fait. Le pays est placé depuis longtemps, déjà, dans une situation d'exception, dans une situation d'urgence, dans un état d'urgence qui ne dit pas son nom. C'est donc l'armée qui est au premier plan. Elle l'a toujours été, parce que les situations d'urgence datent depuis fort longtemps. La période où les 4 mandats de Bouteflika n'avaient strictement rien réglé, au contraire, ont compliqué la situation. Ça a été une monnaie d'échange, me semble-t-il, de Bouteflika par rapport au chef d'état-major. Dans ce type de situation, l'ordre constitutionnel est bafoué, il ne peut être que bafoué. Et l'ordre institutionnel est lui-même ébranlé. L'armée, si on s'adresse à l'armée, parce que l'armée algérienne, aux généraux, c'est l'armée qui est l'interlocutrice. Parce qu'elle a repris, comme l'a dit tout à l'heure Idir, en plus des fonctions militaires, elle a repris ou pris la diplomatie, Puisque c'est elle qui désigne le chef de l'État. Ce n'est plus. Enfin, disons que ce sont les services de sécurité ou les services de renseignement jouaient un rôle entre guillemets diplomatique ou entre guillemets de relations extérieures quand il s'agissait qui sont dans leur rôle, questions, oui, tout à fait. de questions, le mouvement de libération, la création de lobby, la création d'opinion. Pour des raisons secrètes, pour des raisons de diplomatie. Espionnage, de relations parallèles, etc. Mais aujourd'hui, l'armée, ou ce qu'on appelle l'institution militaire, est sortie de son espace, est sortie de puisqu'elle désigne le chef de l'État. Justement. Puisqu'elle décide du budget qu'elle s'octroie, sans aucun autre avis. Le président, je vais l'appeler pour une fois le président Tebboune, a parlé de domaine réservé. Ce domaine réservé n'existe à peu près qu'en France, où le chef de l'État, le président de la République, a un domaine réservé. C'est celui des affaires étrangères et celui de la défense. Juste je voudrais que pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, surtout dans le cas de la cohabitation. Oui, cela voilà, la précision. Juste attirer ton attention. Mais ça a changé au moment des cohabitations. Oui, tout à fait. En 86, effectivement, en France en tout cas, entre Chirac et Mitterrand, on est passé du domaine réservé au domaine partagé. Tout à fait. Donc, mais cette notion de domaine partagé, Macron essaye de la reprendre pour en faire encore une fois un domaine réservé au président de la République. Mais il ne faut pas oublier que dans la Constitution française, ce n'est pas le cas de la Constitution algérienne. Et on peut donner l'article. Le gouvernement en France, c'est le gouvernement qui élabore et conduit la politique, y compris la politique militaire. Un gouvernement qui est élu, dont le chef est élu dans la majorité. C'est une chose qui est prévue par la Constitution algérienne, mais le Premier ministre ne représente pas la majorité. C'est pour cela que la dernière fois, il y a quelques mois, passez-moi l'expression, mais c'est une expression qui existe, j'avais parlé d'une assemblée chez nous, d'une assemblée introuvable. D'abord parce que... J'ai rajouté improbable. Oui, absolument, il a rajouté improbable. Une majorité introuvable, comme au XIXe siècle, avec Louis XVIII, où pratiquement la quasi-totalité des députés à l'Assemblée nationale étaient royalistes. Oui. Et il a fini par dissoudre l'Assemblée, alors qu'il avait une majorité écrasante à l'Assemblée. Là, cette Assemblée est une Assemblée introuvable parce que c'est une Assemblée de godillots. Karim, rapidement, parce que nous allons passer au dernier sujet de l'émission, allez-y. Oui, sur cette question du budget de l'armée, moi je pense, c'est pour ça que je ne suis vraiment pas de ceux qui pensent que le Hirak a échoué, au contraire. Moi je pense qu'il y a eu 88 qui a posé une question fondamentale qui n'a pas été résolue depuis, et de l'État, liée à l'État. Et 2019, Hirak a posé une question encore plus pertinente, c'est le rôle de l'armée à l'intérieur de l'État. Et c'est, à mon avis, c'est vraiment le problème central auquel les Algériens doivent trouver une solution si un jour on voudrait réellement aller vers un état de droit. Depuis 1962, l'armée a eu un rôle qui n'a cessé, qui était un rôle central,
mais là qui a cessé en fait, si vous voulez, de gonfler jusqu'à ce que de croître, et même d'une manière pathologique, c'est-à-dire elle a fini par dévorer, hein, elle a fini par dévorer même sa façade civile. Je m'explique. Par exemple, une des erreurs que beaucoup de personnes, et même certains analystes parfois font, même certains acteurs politiques en Algérie font, c'est par exemple de considérer que l'armée fait partie de l'exécutif. Ce qui n'est pas vrai. Quand on parle del mot SSL Askaria, certains ont le réflexe de l'associer toujours à l'exécutif. Ce qui n'est pas vrai. L'exécutif, que ce soit le gouvernement et ses ministres, plus le chef de l'État, font partie du pouvoir exécutif qui est politique et qui est soumis justement aux alliés de la politique, à l'alternance au pouvoir. Comme je veux dire de l'armée. Juste un instant, j'arrive. Oui, juste un instant, parce que c'est très important de comprendre ça, Djamaldine. Donc on a ça, on a l'institution, on a l'exécutif, on a le pouvoir législatif. Vous avez parlé, je ne vais pas m'étaler sur ça, et on a aussi, voilà, le pouvoir judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 62 progressivement, et là on le voit visiblement. Ben, l'armée a dévoré ces institutions. D'abord, elle a commencé par dévorer l'institution judiciaire par ce qu'on appelle Adalet Téléphone, c'est-à-dire les magistrats ne sont plus libres pour parler directement. Ensuite, c'est le Parlement, et là, le projet de loi qu'il propose, c'est le summum de ce phénomène. C'est-à-dire que le Parlement n'a plus le droit de s'émisser des affaires ni des comptes de tout ce qui relève des affaires étrangères et de l'armée surtout, hein, parce que le budget de l'armée est beaucoup plus grand que le budget des affaires étrangères. Et là, très récemment, avec la visite non pas Macron, mais l'ambassadrice américaine, et on voit avec Shangri-La, là, l'état-major et l'armée sont en train de dévorer même l'exécutif lui-même, c'est-à-dire même la fonction présidentielle. Maintenant, on est arrivé, et je termine sur ça, on était parti d'une situation où l'armée était le centre de l'État, et maintenant on arrive à une situation d'une armée-État. L'armée, c'est l'État maintenant. Le problème de l'armée, par exemple, prenons l'armée française, elle participe à l'exécutif, quasiment à tous les niveaux. D'abord, il y a un ministre civil. Mais il est civil. Attends. C'est pas pareil. Oui. Dans le cabinet, il est civil, mais elle représente l'armée. Mais oui. dans le cabinet du président de la République française, et cela a toujours été le cas. Il y a des experts. Pas seulement, non, c'est pas des experts. C'est pas des experts. Non, c'est pas des experts. Il y a des chefs d'état-major particuliers, il y a des généraux qui sont dans le cabinet du président de la République et qui sont dans le cabinet du ministre Ils sont dans l'exécutif. Oui. Ils ne sont pas au-dessus de l'exécutif. Non, mais je veux dire que l'armée participe. L'armée participe à l'exécutif. Elle participe à la vie nationale. À la vie nationale, elle n'est pas seulement. Elle participe à l'exécutif, à tout point de vue, parce qu'elle est contrôlée. Mais elle n'a pas le droit, en tant qu'armée, à l'expression politique. Ce que je voulais dire, Karim, moi, ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, Karim. Il y a systématiquement un changement de l'état-major. Karim, moi, ce que j'ai compris. Non, ça, c'est des traditions. Non, ça peut se faire. Rien n'est interdit. Ça dépend des traditions. Absolument. Comme chez nous, par exemple, en règle générale, le changement de chef d'état-major, c'est toujours depuis quelques années. Depuis 2 ou 3 mandatures, depuis l'Armari, c'est le directeur, enfin, c'est le commandant des forces terrestres qui passe chef d'état-major. Je voudrais juste terminer quelque chose. Dire juste rapidement. Ce qu'a développé Karim et Ibrahim, ils sont en phase, finalement. Moi, ce que je voulais dire, et je n'ai pas cessé de le répéter sur vos plateaux, l'article 40, dans son alinéa 4, rend tout ce que fait l'armée légal. Ça, c'est un. Elle a le droit de s'immiscer sur un plan constitutionnel. C'est leur constitution. C'est du sur-mesure. En plus, ce que dit Karim, l'armée tend à devenir l'État, moi je dis une chose, ils sont en phase de récupérer l'État dans toutes ses fonctions exécutives, mais surtout sans contrôle démocratique, par l'article 30. Et moi, j'ai beau parler à... Article 30, alinéa 4, voilà, c'est ça. À des personnalités politiques du pays, je dis, c'est une voie royale. Il faut demander à la fois l'abrogation du 97. Elle peut s'immiscer dans tout ce qu'elle considère comme relevant de la sécurité de l'État ou des intérêts. Oui, les intérêts vitaux et stratégiques. Ça veut dire n'importe quoi, tout, quoi. C'est-à-dire que...
je termine. Le fait que M. Shengriha donc reçoive l'ambassadrice des États-Unis, pour moi, non seulement, et là j'invite M. Tebboune à réagir, en tant que citoyen algérien, de réagir, où il y a enchevêtrement de territoires de compétences. Bah oui. Ça peut être vécu comme étant une humiliation. C'est une humiliation quelque part, puisque vous l'avez si bien dit tout à l'heure, pour les relations bilatérales et voir la politique des intérêts communs. Peut-être c'est une provocation. Oui, ça peut être une provocation. Mais pourquoi l'ambassadrice a-t-elle joué le jeu dans ce cas? Mais quel message a passé l'ambassadrice de son gouvernement, donc soit du secrétariat d'État, soit du secrétariat d'État à la Défense, concernant la relation dense et vraiment épaisse que nous avons avec la Russie, par rapport d'abord au niveau de l'armement, par rapport à la politique, sans compter que dans un cadre géopolitique, il y a un nouveau monde qui est en train de se lever, c'est l'axe, donc Moscou, Pékin, et même, je pense, Istanbul, et probablement l'Iran, qui est un levier très, très facile à lever, d'autant qu'il y a des accords secrets entre la Chine et l'Iran, entre la Russie et l'Iran. L'Iran n'a même plus besoin d'enrichir son uranium, pour vous dire, parce qu'il y a des... Juste pour terminer, c'est toutes ces questions par rapport à... Et c'est pour ça que moi j'ai des doutes, j'ai beaucoup d'appréhension, pas de doute, quant à la tenue du sommet arabe dans de bonnes conditions. Et si jamais il se tient... il faudra probablement envisager un gros couac. 30 secondes. Pourquoi j'insiste sur cette confusion des fonctions de l'état-major et de l'exécutif en Algérie? Parce que c'est par cette porte-là, si vous voulez, que le régime passe pour manipuler l'opinion publique, parce que lorsque l'opposition critique l'exécutif, en Algérie, on nous dit que vous critiquez l'armée en tant qu'institution. Alors que l'opposition, nous n'avons en principe rien à voir avec l'armée. Même l'État. Alors qu'on attaque une politique. On attaque la politique de l'exécutif. C'est ça. Mais comme dans leurs esprits et même dans la pratique, l'état-major se substitue à l'exécutif, il est tout à fait normal qu'il essuie. D'ailleurs, Karim, qui à la base normalement doivent être destinés à l'exécutif. D'ailleurs, Karim, vous suggérez une question que tout le monde se pose. Dans le discours lui-même, y compris de l'armée, surtout de l'armée, il y a un slogan qui revient tout le temps, « Jishab Khawa Khawa », comme si l'armée était une entité à part, qu'elle n'est pas l'émanation une émanation populaire. La représentativité sociale. C'est comme si elle était une planète à part. Jishab Khawa Khawa. D'abord, c'est pour contredire quelque chose qui est vrai, que Shab Mouch Khawa Khawa ma la gente. Et ensuite, ce n'est pas un aveu indirect que la junte est à part, qu'elle n'est pas dans le peuple, qu'elle n'est pas... Toutes ces manipulations, toutes ces manipulations conceptuelles, qu'ils arrivent justement à détourner le débat politique de sa véritable voie. Et je reviens sur le point de dire qu'il ne faut pas confondre l'armée, l'état-major et l'exécutif. Dans un état de droit, ils sont nettement séparés. Vous voyez par exemple en France, aux États-Unis, un peu partout, l'état-major ne cite pas et ne critique pas l'action des politiques. En Algérie, on a l'état-major qui a soutenu des partis politiques. Oui. Il a soutenu des candidats, et il le soutient à chaque fois officiellement, et parfois plus ou moins officiellement, des candidats aux élections. Alors, Brahim Younsi, moi j'ai une question pour vous. Je ne suis ni constitutionnaliste, je connais presque rien en droit constitutionnel, j'ai très peu de culture dans ce monde-là, mais je ne sais pas pourquoi quelque chose en moi refuse de reconnaître l'armée comme étant une institution. D'ailleurs, en Algérie, on ne dit même pas une institution, on dit l'institution. Quand les gens disent l'institution, tout le monde doit comprendre qu'on parle de l'armée. Et pour moi, une institution est une émanation de l'État et qui a un rôle politique à jouer. Or, l'armée, c'est un organisme, c'est comme la police, c'est comme la gendarmerie, je ne sais pas comment dire, la douane, c'est comme les pompiers. Sauf que son rôle à elle, c'est d'être armée, d'avoir une armée et d'être au service de l'exécutif en cas de déclaration de guerre. Ce n'est pas elle qui déclare la guerre. Alors,
C'est même pas le président de la République constitutionnellement. Hein. En principe, c'est le président de la République qui déclare Oui, la mais guerre. avec l'accord de l'Assemblée. Oui, mais c'est lui qui déclare la guerre. Oui, mais sans D'accord. l'accord de l'Assemblée. Bien sûr, faut il y pas a, le il y a des... Mais moi, mon esprit refuse Oui, mais de non, dire c'est- l'armée est ce une que vous avez institution. cité, bon, pas la gendarmerie, parce que la gendarmerie est un corps militaire. De l'armée, oui, mais la police, la douane, police, etc., les c'est des pompiers. corps constitués. Oui. C'est des corps constitués. L'armée est une institution dans Et toutes pourquoi les n'est-elle républiques. pas un corps constitué? Parce que c'est elle qui assure la défense du pays. Du territoire. Donc, ça devient du territoire du pays. Et la police Donc, aussi assure non, la sécurité publique. Oui, c'est la raison pour Pourquoi laquelle... n'est-elle pas c'est- une non, institution? c'est Parce qu'elle ne... Raymond Aron a cette formule pour dire que en cas de guerre, c'est le soldat qui représente la nation, qui représente l'État sur le champ de bataille. C'est une vision philosophique. Non, pas, j'allais elle n'est dire, pas, hein, seulement c'est- philosophique, non. Ouais. C'est la raison pour laquelle l'armée est une institution. Bon. Et vous êtes sûr, hein, certain. dans le monde entier, l'armée est une institution. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Eh ben, Vous me rassurez alors. Et bien entendu, le diplomate représente l'État à l'extérieur en temps de paix. Oui. Voilà, sur un champ politique, un champ Et donc diplomatique, en état de etc. guerre, ce n'est plus le diplomate Ce qui que- représente l'État? Ah non, c'est le soldat. C'est le soldat. Ah oui, D'accord. c'est le soldat. Parce qu'on est... C'est terrifiant. C'est le soldat. Si je peux me permettre, sur Oui. sur le, Oui, oui, sur oui. le- Je suis pas vraiment sur convaincu de cette sur situation. le domaine réservé. Oui. Et puis aujourd'hui, ça ne l'est plus quasiment. Bon, enfin, l'Assemblée nationale n'a plus le droit de légiférer sur les questions militaires. C'est une violation, il y a des violations quotidiennes de la Constitution par l'exécutif lui-même. C'est extrêmement grave que l'exécutif, qui doit protéger la Constitution, la viole quasiment quotidiennement. Selon l'article 139, alinéa 27 de la Constitution algérienne de 2020, il dispose que l'Assemblée a le droit de légiférer sur les règles générales relatives à la défense nationale et à l'utilisation des forces armées par les autorités civiles. Et C'est dire- maintenant, Tebboune vient de balayer d'un revers de la main Donc, violation de la Constitution. la Constitution. Oui. C'est grave. Voilà, ça. mais oui. C'est Donc, grave. violation de la Constitution. Si vous permettez, je vais aussi citer comment Duguit conçoit l'armée, et vous verrez que l'armée, bien qu'institution, il lui reconnaît ce statut d'institution, mais elle est aux ordres. Ce n'est pas elle qui donne les ordres, mais elle est aux ordres. Duguit dit que l'armée doit être un instrument passif entre les mains du gouvernement. C'est un instrument passif entre les mains du gouvernement. Celui-ci ne peut remplir sa mission que s'il dispose de la force armée. C'est quand même important. Oui. Or, disposer de la force armée, c'est pouvoir s'en servir comme d'une force matérielle inconsciente. Je termine juste là. Cela exclut la possibilité pour les commandants de la force armée de refuser, sous un prétexte quelconque, d'obtempérer aux ordres du gouvernement. Il n'y aurait plus d'État. C'est la raison pour laquelle nous disons tous qu'il n'y a pas d'État. Il n'y aurait plus d'État si les chefs militaires pouvaient discuter les ordres qu'ils reçoivent du gouvernement. Je termine. Pardon. L'idéal serait que la force armée fût une machine inconsciente que le gouvernement pourrait mettre en mouvement en pressant un bouton électrique. C'est dire que l'armée est effectivement Moi, ça me parle. ça. un instrument passif. Moi, ça- ouais. Alors, très vite, Karim, très vite, Idir, parce que nous avons un point important à traiter avant de rentrer dans et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, et il nous reste plus beaucoup de temps. Voilà. Est-ce que l'armée est une institution? Je pense qu'il manquait quelque chose à la question. Oui. Il fallait poser, à mon sens, la question suivante. Est-ce que l'armée est une institution politique? C'est autre chose. Parce que si Normalement, on parle non, sur le puisque- principe- non, parce que si on parle de puisque- l'institution, ouais. même la Fédération algérienne de football, c'est une institution. Si on va dans ce sens. Oui, il y a des institutions Et il y a pas mal paritaires. d'institutions. Nous, lorsqu'on parle d'un État, on parle des pouvoirs. Quand on parle les institutions de l'État, ce Moi, sont c'est comme les ça que je pouvoirs. vois. Voilà, Une c'est- institution voilà. doit rentrer dans un cadre
de pouvoir, De soit pouvoir. dans le législatif, Merci. soit C'est dans ça. l'exécutif, C'est ça, soit soit dans le politique. judiciaire. Voilà. Sinon, elle ne peut pas Sinon, être une elle ne peut institution. pas. Il y a Oui. l'exécutif, Oui. donc elle a une fonction L'armée politique. entre Voilà. dans l'exécutif, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un outil, elle s'immisce pas. D'ailleurs, on l'appelle la grande silencieuse. Après, La on grande dirait- muette. La muette, Ouais. voilà. Ouais. Muette, en Algérie, elle est bavarde. Vous savez pourquoi on dit la grande muette? Parce qu'elle n'a pas le droit à l'expression politique. Oui, mais Tout simplement. Elle fait la Il y a qu'elle qui parle. Ni avoir de syndicat. Alors, Par contre, juste pour terminer, pour abonder et détendre un peu ces histoires d'institutions, Institutions. Clémenceau a dit la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier aux militaires. Ça résume. Alors, s'il vous plaît, il y a une question que j'aimerais qu'on fasse un tour de micro sur ça. Puis nous allons essayer de vous demander comment voyez-vous la situation, comment faut-il faire pour que ça change. Mais d'abord, vous savez, depuis 2021, il y a eu 357 questions écrites posées par le Parlement à l'exécutif. 357 questions écrites. À ce jour, il n'y a pas de réponse. Et c'est vous dire... Assemblée nationale et Sénat ou seulement l'Assemblée nationale? Le Parlement, donc les deux. C'est les deux chambres. Les deux. À ce jour, aucune réponse aux 357 questions. En moins d'une année. C'est dire que ce Parlement, finalement, ce n'est même pas une façade. Ça veut dire même le gouvernement, il ne fait pas semblant d'y participer. Ouais. Quoi. C'est un machin qui est mis de côté. C'est une forme de mépris, Alors, ça. un petit tour de micro et après, nous allons rentrer dans le dernier sujet qui est « Et maintenant, que faut-il faire pour que l'Algérie devienne un État de droit ?» D'abord sur cette question. Du Parlement. Oui. Pourquoi Moi, je pense que c'est un. Moi, j'ai bien aimé tout à l'heure le qualificatif improbable. Ça, c'est bien. Et je pense que dans le cas actuel, et pour gagner un peu de temps et surtout un peu de sous aussi, c'est un Parlement qui, normalement, doit être dissous pour économiser un peu de deniers publics. Parce qu'en fait, il nous coûte beaucoup trop cher et il n'apporte vraiment rien. Hein, ils n'apportent rien. Donc ils sont là, je dirais même pas pour brouiller le débat politique, parce qu'ils n'y participent absolument pas. Hein, absolument pas. Et d'ailleurs, ce que vous dites est très pertinent, très révélateur. C'est-à-dire on ne leur répond même plus, on ne les consulte pas, les ministres ne s'y rendent pas, le président n'y va jamais. Même les députés n'y vont pas. Même les députés n'y vont pas. C'est vide, c'est donc tout le temps c'est des vide. virements. Moi, je vois ça comme des virements. Et c'est un Parlement issu de la fraude Oui, électorale. issu de la fraude. Faut le Et rappeler. surtout, je vois ça, nous sommes en situation de crise. Je me demande à quoi sert de payer ces gens, surtout grassement comme ça. Ils touchent combien maintenant? 30 millions, 40, je ne sais pas combien ça Il touche, je crois, 15 fois le SMIC ou quelque chose comme ça. Voilà. Sans compter les privilèges. Ouais, sans compter les privilèges. Et dire, Moi, j'ai rien à dire par rapport à ces histoires de questionnement écrits ou par rapport au gouvernement, sachant que ces députés ne sont pas du tout représentatifs. Qu'il y a quand même des familles politiques type FLN, RND qui, moi, je suis stupéfait de leur silence, ou alors on leur a demandé de se taire parce que c'est contre-productif. Il n'y a pas de force politique agitatrice pouvant entraîner un débat. Quand il m'arrive de zapper comme ça au journal télévisé et voir l'interpellation d'un ministre, c'est d'un niveau alarmant. C'est pas à commenter. Le Parlement dans des pays dits démocratiques, c'est une façade. C'est dit démocratique, c'est le cœur palpitant de la démocratie. C'est là où s'exerce le pouvoir, c'est là où s'exercent les rapports de force. La loi. C'est là Se fait la loi. Évidemment, la référence à la loi, elle est fondamentale. Je ne suis pas à commenter là-dessus. alors, juste peut-être, j'ai dit 30 fois le SMIC, non, je dois être quelque chose comme 20 fois le SMIC, mais tout privilège confondu. Hein. Et le Sénat, c'est le double aussi. Et le Sénat, je crois que c'est le double. Ouais. Là, je crois que c'est de l'ordre de Donc, 700 sur ce Parlement méprisé à tel point que même le gouvernement ne daigne même pas répondre aux questions de ses députés. Nous connaissons l'histoire des parlements algériens et du parlementarisme algérien. C'est une existence formelle, c'est de pure forme, ce n'est pas une existence réelle. Le Parlement on lui a toujours marché dessus et il s'est toujours laissé marcher dessus. Nous ne connaissons pas le parlementarisme. Moi, la situation mondiale aujourd'hui connaît une crise du parlementarisme, connaît une crise de la démocratie parlementaire. Et beaucoup remettent en cause
ce que l'on appelle la souveraineté nationale pour aller vers la souveraineté populaire. Et beaucoup sont en train, y compris d'ailleurs en France, avec les Gilets jaunes ou avec ce que la France insoumise propose ou même exige, c'est de passer à la souveraineté populaire. La souveraineté nationale est en train de mourir, la souveraineté populaire est en train de pousser les murs pour pouvoir arriver c'est-à-dire la démocratie directe, c'est ça. La démocratie c'est directe. que Brahim est en train de nous dire à juste titre qu'il y a une crise démocratique des institutions. Et chez nous, nous n'avons pas de démocratie. Nous n'avons pas de démocratie, ça c'est un. Et de deux, il faut, moi je pense qu'on devrait analyser les conditions et l'environnement qui ont présidé à l'ouverture de 88 dans cette démocratie contrôlée et dans la volonté, justement, on était loin de 92, hein. Donc on était loin de 92 et d'analyser le pourquoi et quels ont été les éléments pour que les spin docteurs de la police politique et de l'état-major disent il faut dessoupaper maintenant et pourquoi aller en démocratie, mais cette démocratie elle doit être contrôlée. Et ensuite, on a vu ce qui s'est passé dans les partis politiques, etc. Et le résultat, il n'a pas je pense qu'il y a eu quand même un moment d'euphorie où pendant c'est comme le Hirak. 2-3 ans, c'était pas contrôlé, c'était justement une véritable vie politique. Mais c'était un peu comme la presse, c'est comme la presse qu'on disait indépendante à l'époque. Ouais. Il y avait une liberté de ton, mais il n'y avait pas de vérité. Par exemple, la presse indépendante de l'après 89, ça a étonné le monde entier. Moi, avec des journalistes étrangers, ils me disent « Mais vous avez une presse vraiment libre, regardez ce qu'ils écrivent. » Mais ils n'écrivaient, par exemple, jamais sur l'armée. Très bien répondu. Par exemple, liberté de ton. Liberté de ton, pas liberté de presse. Et c'est ce qu'on autorise même jusqu'à présent. Jusqu'à présent, voilà. Vous allez lire certains journaux. C'est vrai qu'il y avait, dans ces années-là, après 88... Il y avait du contrôle. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais... Et tu étais en exercice, hein, 88. La formation. MDA. Non, mais 88, il n'y avait pas la démocratie. Ou ce qu'on appelle la démocratie, en tout cas ce foisonnement démocratique, il faut le dire, à la base. La création de partis politiques, ce qui était l'article 88, je crois d'ailleurs, de la Constitution qui faisait le distinguo entre les ACP et les partis politiques. 89. Oui, bon. Mais les 23 février 89. La formation des partis politiques pose encore aujourd'hui des problèmes. Vous regardez l'espace des partis politiques et tous les partis politiques éclatent. Ou ont éclaté. C'est des scissions. On dirait des trotskistes. Ils sont tous trotskistes. Quand 3 trotskistes se réunissent, il y a une scission. Ouais. C'est dire que notre société est en train de vivre une espèce de trotskisme organisationnel assez surprenant. Parce que tout éclate, y compris les partis politiques dits démocratiques qui, eux aussi, ont connu des scissions et de graves scissions. Oui. Et notre ami Edir en connaît quelque chose. Oui. Alors, dernière question, dernier tour de micro. J'aimerais que vous pourrez nous apporter quelques réponses. Nous ne sommes pas un état de droit, c'est indiscutable, c'est criant, c'est hurlant, c'est d'une évidence à crever. On n'a même pas besoin de le dire, mais juste le rappeler, parce que beaucoup de gens prétendent le contraire, y compris M. Tebboune, qui a affirmé en direct, nous avons la vidéo, Hesdouna démocratie interne. Il nous envie notre démocratie. Hein. Il parle du Maroc, bien sûr. Lui, c'est. Alors, Maroc, qui lui non plus n'est pas démocratique. Il faut préciser au passage. Voilà. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est nous dire comment pourrions-nous faire pour aller vers l'état de droit, vers une transition qui pourrait nous mener à des chemins vers un état de droit, vers une démocratie réelle. À votre avis, et nous allons commencer par Karim. C'est la question la plus importante et je pense que la prochaine est la plus difficile. Je pense qu'il mérite à elle seule au moins une émission ou deux. Écoutez, à l'heure actuelle, je pense que le Hirak est déjà un premier pas dans cette voie. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, puisque le Hirak est en reflux, comme vous le dites si bien, je pense que nous devons, quand je dis nous, je parle un peu des intervenants dans le débat public, je préfère cette dénomination,
Je pense que nous devons continuer de travailler la société en profondeur. Qui nous, quand vous dites nous? Je dis les intervenants dans le débat public, ça peut être par exemple des militants, des intellectuels, Des associations. des associations, société Des militants civile. du Hirak. Oui, bien sûr, Oui, les évidemment. militants. J'ai dit les militants du Hirak, les militants des partis, les intellectuels, les universitaires, aussi les journalistes, aussi tous ceux qui interviennent dans le débat public. Hein. Je pense que nous devons continuer le travail, il faut nourrir en profondeur la société en culture politique. Et ne pas hésiter à aller actuellement, puisque nous avons le temps, parce que je pense que nous avons quand même devant nous 2-3 ans, je pense qu'il faut pas hésiter à aller même dans les questions les plus épineuses. Par exemple, l'une des questions qui a fait mouche dans le Hirak et que malheureusement elle a été vraiment très très mal comprise de beaucoup, c'est la question par exemple de l'idéologie. Il y a l'État, quelle est la place de l'idéologie dans un État ? Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie, par exemple? Comment se fait, quel est le rapport entre la politique et l'idéologie? La différence, comme j'ai dit quand j'ai commencé au début, entre, par exemple, les pouvoirs, l'alternance au pouvoir et faire chuter un régime ou menacer l'État. L'administration, ce qui relève de l'administratif, ce qui relève du politique, la citoyenneté, quels sont jusqu'à présent, on voit quand même des personnes se crisper lorsqu'on parle, par exemple, de droits, des libertés, parce que lorsqu'on parle, par exemple, de droits, le droit des femmes, par exemple, l'égalité homme-femme, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se crispent lorsqu'on aborde certaines questions. Ce sont de grands chantiers. Oui, c'est une perspective de chantier. Bien sûr. Mais oui, comment faire pour y aller? On y allant, quel est le paradigme que vous voyez qui pourrait nous mener à un vrai changement, à une prise de conscience politique? Oui, je pense qu'il y a le côté organisationnel et il y a aussi le côté qui relève du domaine public. Par exemple, les émissions que vous faites, les livres que nous écrivons tous, les articles, voire même parfois même les petits posts Facebook, les petites vidéos qu'on fait par-ci, Les réseaux par-là, sociaux. Les réseaux sociaux, ça c'est un niveau. Il y a le niveau organisationnel et c'est à ce niveau-là que va se mesurer la maturité des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment, et moi je m'inclus dans cette démarche, et c'est l'un des plus grands reproches que je me fais moi-même, c'est qu'à un certain moment, il faut qu'on comprenne que la politique se fait dans des cadres organisationnels. Et ça n'est pas parce que les cadres organisationnels existants, comme les partis, sont obsolètes politiquement, qu'on doit s'interdire en tant que militant, de créer de nouveaux cadres organisationnels pour justement faire de la politique dans son sens le plus noble. Parce que le sens de la politique le plus noble, c'est d'élever le niveau de la société en général et de contribuer aussi à la création d'une société dans laquelle l'intérêt commun prime sur l'intérêt individuel, par exemple. Donc nous serons à un certain moment... Vous êtes en train de nous parler d'une véritable révolution culturelle. Bien sûr, faire la politique, c'est servir et non pas se servir. Et c'est un chemin qui est très long. C'est un travail très exigeant. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de courage et de maturité pour le faire. Et je pense qu'il y a certains acteurs qui sont actuellement capables, et c'est pour ça, je vais terminer sur ça, je ne vais pas trop long, c'est pour ça que moi, je l'ai dit au début du Hirak, ça ne s'est pas malheureusement fait, et j'espère que ça va se faire. L'une des conditions, à mon sens, de l'émergence de l'état de droit en Algérie, c'est de faire une jonction entre la génération qui a connu, par exemple, les années 80, qui est une génération, à mon sens, c'est une génération de l'écrit, de l'organisation. Elle est beaucoup plus structurée, beaucoup plus formée, beaucoup plus mature que la génération actuelle qui est très dynamique. Entre la formation, on va dire, de nos aînés et le dynamisme de la nouvelle génération. Alors, la génération des années 80, ce sont vos aînés? Et nous, alors, on est quoi? Des grands-pères. Même pas plus. Des papis. Non, quand je parle de génération des années 80, vous savez... Oui, il y a quand oui, même, oui, on a bien compris, je plaisantais. Chaque 30 ans à 40 ans, nous avons une génération. Oui. Donc je pense que ceux qui ont fait de la politique, par exemple, nous avons vous trois, vous êtes déjà des exemples parfaits. Vous avez connu les années 80, par exemple, vous avez eu quand même... Bien avant pour Brahim. Bien avant pour Brahim, en tant que militant. C'est pas très gentil, ça. Hein? Oui, c'est un bon enquête. Ça dépend où on se place. En tout cas, vous avez compris
énormément mon Oui, idée. oui, oui. Il y a cet effet de transition. Cette jonction qu'il faut faire entre Voilà. cette génération de la réflexion Voilà. et cette génération de l'action. De l'action et du dynamisme. Oui. Mon cher Idir, la vieillesse n'est pas un défaut. Non, mais C'est un état. Mais à qui vous le dites? un état dans l'état. À qui vous le dites à Idir. Aux plus jeunes d'entre nous. Oh, c'est sympa, Kelly. Alors, Brahim Younsi, qu'est-ce qu'il Non, faut... je l'ai dit, c'est pas en plaisantant, la question est extrêmement difficile. Oui. Elle est très très difficile. Bien sûr, Karim a parlé d'organisation. Moi, je reste sur cette question. Autant je n'étais pas favorable à une organisation de type horizontal pendant ce qu'on appelle le Hirak, autant aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait des gens avisés et qui, effectivement, ont une expérience, je ne parle pas de moi, des gens qui ont une expérience. Alors, Brahim Younsi, je vous arrête. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que si le Hirak reprend, cette fois-ci, il faut qu'il se structure, il faut qu'il s'organise? Non, plutôt organise que structuré. Il faut commencer, une organisation peut commencer avant que le Hirak ne reprenne. Il faut qu'il y ait une organisation. Maintenant, il reste... Merci, c'est très pertinent. Oui, il reste les modalités de représentation, et il ne faut pas non plus que ce soit le pouvoir qui nous impose les modalités de légitimation. Donc, est-ce qu'il faut commencer par réfléchir dès maintenant? Oui, oui. Mettre les jalons, Déjà, c'est, je ne vais pas dire un peu tard, mais il y a du retard. Il faut absolument commencer à travailler. Les générations, ceux qui sont... Donc à se structurer. Oui, mais d'une certaine manière. On ne peut pas travailler si on ne se structure pas. C'est ça, s'organiser. On ne s'organise pas, les deux. Structurer, c'est déjà un canevas plus étriqué. Les personnes qui agissent, qui sont dans l'action, qui sont tout le temps dans l'action, auraient dû faire cela au moment même où, on en a parlé sur votre plateau, au moment même où l'appel à l'arrêt des marches a été lancé et que cet appel a été suivi. Aujourd'hui, nous sommes dans un labyrinthe. Ce qui prouve le fait que le peuple algérien, que les citoyens algériens aient arrêté les marches, ça veut dire qu'ils étaient à l'écoute et sensibles par les gens qui étaient censés distiller un discours ou de décliner ou de déclamer des personnes. Donc il y avait déjà une certaine... de dire, des lanceurs de consignes, Tout à fait. Oui. Et ça veut dire que le peuple algérien était à l'écoute. Excusez-moi, Brahim. Voilà, tout à fait. Cela prouve aussi que le peuple avait confiance dans les personnes qui l'ont appelé pour des raisons sanitaires à arrêter ces marches. Est-ce qu'il y a eu rupture de confiance? Et comment faire redémarrer la machine? Et cette machine, à mon sens, ne peut pas être redémarrée sans organiser un minimum possible et avoir l'ensemble du panel. Est-ce que les détenus politiques et les détenus d'opinion pourraient être, j'allais dire, naturellement désignés pour faire partie... C'est difficile. C'est là où, avec tout, bien sûr, le respect, les souffrances qu'ils ont endurées, etc. Cela voudrait dire que le pouvoir vous donne, vous livre, c'est ce que je dis, vous donne des modalités. Une sorte de légitimité révolutionnaire. Voilà. Je vais essayer de dire juste un petit mot. C'est que moi j'ai actuellement 30 personnes, c'est des amis. Je pensais que vous alliez dire j'ai 30 ans. Non, 30 personnes, 30 citoyens et citoyennes qui sont en prison aujourd'hui. Dont certains, j'ai milité avec eux plus de 35 ans. 30 oui, personnes. Une trentaine. C'est tous des militants originaires de Kabylie, peu importe. On aura l'occasion d'en parler une autre fois. C'est pas un défaut non plus. Oh oui, non plus. Ça, je l'assume complètement. Ce que je voulais dire, c'est que Brahim a parlé d'organisation, je veux bien. C'est posé aussi, pendant le Hirak, le problème de l'incarnation. Il me semble que Brahim invite, par son appel, et que je partage, à faire le travail nécessaire, à mettre les éléments, comment on voit le pays, sa projection, l'état de droit. Qui y dire? Non, qui mais je dis, pourrait le faire? Excusez-moi, quand je parlais à l'époque où je disais
Il y a les familles politiques. Brahim était en désaccord avec moi. Il y a des personnalités politiques, qu'elles se sont représentatives ou pas. On rentre dans un cycle de jugement, mais guillemets, de dire est-ce qu'il est porteur ou pas. Est-ce que ces questions-là. Il y avait des associations avec lesquelles on pourrait travailler. Il y avait tous les corporatismes. Moi, je l'ai dit et je l'ai répété. Les conseils de l'ordre des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des archis, les sociétés, les associations féministes, les associations des chômeurs, les syndicats autonomes. On aurait pu regrouper de manière concentrique et travailler sur pas une plateforme parce que c'est désuet, pas une feuille de route, mais au moins mettre les éléments qui auraient pu faire converger l'ensemble des forces sociales du pays. Ça, c'est un. Et j'ai parlé ensuite d'outils. Oui. Et j'ai parlé de méthode à l'époque. Je suis un peu revenu là-dessus. Je me suis mis à réfléchir pendant cet été et je me suis dit que finalement, l'incarnation, elle peut venir après. Ouais. L'essentiel, c'est de bâtir les axes stratégiques. C'est ça. Et nous avons la chance, M. Benchenou, je vais peut-être choquer, c'est que l'armée n'a ni projet ni modèle pour le pays. C'est à la jeunesse, aux gens qui peuvent apporter quelque chose, aujourd'hui, de créer le futur modèle de l'Algérie dans sa situation géopolitique, dans son économie, comment changer de modèle économique, dans le respect des droits de l'homme, dans l'humain au centre de l'environnement et du développement économique, du développement industriel, etc. C'est maintenant, parce que l'armée n'a pas de modèle, elle n'a pas de projet pour le pays. Il n'y a pas de projet pour le pays, il nous oppose que la répression est rentré dans le canon constitutionnel tel qu'il a été décidé par M. Gaïd Saleh, qui nous en a amené à l'impasse d'aujourd'hui. Oui, mais ça ne répond pas à la question principale. Comment, par qui faire tout ça? Mais je vais vous dire une chose, il y a du travail à faire. Je peux répondre, si vous permettez. Oui, mais rapidement, tous les trois. Je termine comme ça. Il y a du travail à faire, mais ça ne peut pas s'improviser, M. Benchenouf. Moi, j'ai été militant, et je sais, j'ai été militant de terrain, j'ai même collé des affiches, j'ai été candidat, j'ai été au combat électoral, etc., etc. Tout projet mérite une militance. Il faut qu'il y ait des militants. Rien n'empêche les gens en Algérie de se voir, de se dire comment on va bâtir ces convergences. Voilà la situation où on est. Et n'oubliez pas une chose, il faut que le projet soit crédible. Il faut que le projet soit crédible, mais qu'il tienne la route pour une seule raison. C'est que tous les partenaires étrangers de l'Algérie vont dire « je préfère ce système qu'assez rigolo, ou assez guignol ». C'est des questions qui sont fondamentales. Vous allez avoir droit à 1 minute chacun. Oui. Ce que je veux dire, c'est que il y a eu, il y a quelques années, pendant ce que l'on appelle le Hirak, une réunion de ce qu'on a appelé la société civile. Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième, mais moi, je l'ai soutenue. J'étais vraiment heureux de voir que l'ensemble de la société civile se soit rassemblée, réunie, mais malheureusement, ça a fini par échouer. Ce qu'il faut, c'est très facile, mais si on n'élabore pas, à mon sens, et ça, quelques personnes peuvent le faire, même s'ils ne sont pas désignés, même s'ils ne sont pas représentatifs, et une sortie de la crise politique. Comment est-ce qu'on voit la sortie de la crise politique? Mais la sortie de la crise politique dans l'opposition, pas dans le pouvoir. Parce que, indéniablement, il y a une crise politique dans l'opposition. Il faut absolument que l'opposition sorte de la crise politique. Et l'opposition, comme organisation, a été plus que blessée, à mon sens, par les individualités. Il y a trop de... Les réseaux sociaux ne rendent pas, à mon avis, ne rendent pas service à la révolution algérienne. Et je continue à l'appeler révolution algérienne du 19 février 2022. C'est une véritable révolution. Les mentalités ont changé et ont beaucoup changé. Il faut absolument tenir compte aujourd'hui des mentalités nouvelles. Karim, le mot de la fin en 1 minute, s'il vous plaît. C'est Platon qui disait que la démocratie, c'est les prétendants. C'est-à-dire qu'il y a des notions et qu'à chaque notion, il y a des prétendants. Et après, le peuple choisit. Quel est le meilleur? Quelle est la meilleure proposition? À l'heure actuelle, je pense qu'il faut, permettez-moi l'expression, je l'utilise rarement, mais il faut une élite qui a le sens du devoir. C'est par ce sens du devoir qu'on accède au statut de l'élite. Parce que l'élite, ce n'est pas l'instruction. C'est l'élite au sens
de la meilleure vision de ce qui est l'intérêt national. Et donc, ça part du devoir. Et à partir de là, lorsque cette nouvelle élite, à laquelle tout le monde peut prétendre, et qui sera par la suite jugée par la rue, c'est là que ça doit se faire. C'est-à-dire, chaque personne qui s'estime comme pouvant apporter une valeur ajoutée au débat public en Algérie, en dehors du régime et en dehors de son opposition noyautée, doit se présenter tout simplement à la rue par toute forme d'initiative, que ce soit intellectuelle ou organisationnelle. Et après, il y a le facteur historique du temps. Et c'est à un certain moment, à mon avis, il y aura... Voilà, ça va s'agréger. Merci Karim Naïtou Slimane, merci Brahim Younsi, merci Dirou Nouren. Merci à vous, chers amis, d'avoir cette première émission de Théma Scan. J'espère que nous vous reverrons, ou plutôt que vous nous accepterez dans vos foyers à chaque samedi à 18h30. قوى على خير بالسلامة.